avec le journal Émergence qui met en sa une lutte contre le coronavirus. Paul Biya doit décréter le port obligatoire du masque. Selon le ministre de la Santé publique, le Cameroun a basculé dans la phase 2 de l'épidémie, mais une grande partie de la population brille toujours par un laisser-aller. Éclairage d'un docteur dans cette édition du journal Émergence. Et puis le journal parle aussi de téléenseignement, les déboires d'une nouveauté, éclairage du docteur Emon Mbala Elanga 6 qui est sociologue et enseignant qui revient sur cette méthode. Le quotidien Mutation, collecte de fonds, Maurice Kamto confiné, le ministre de l'administration territoriale bloque l'appel à la générosité lancé par le président national du MRC au bénéfice des populations camerounaises victimes des effets du coronavirus. Transport en commun, le port du masque obligatoire. Le ministre des Transports a ainsi signé une note dans ce sens. Et puis le quotidien Le Messager, fabrication de la chloroquine, la mauvaise passe de Manaouda à Tchente. Écrit le journal, le gouvernement officialise le traitement du Covid-19 avec ce médicament, mais reste indécis et incertain sur le financement des intrants. Le journal parle aussi de l'affairisme, péril sur le nouveau système douanier, de même que le journal parle opération de solidarité. Atangadi confisque les fonds de Kamto en interdisant des appels à générosité publique. Le MINAT tente de fragiliser le leader du MRC. L'œil du Sahel, Menganga, un bus refoulé avec un cas positif au Covid-19 à bord. Le journal qui mettait dans le cap dans la région de la Damawa. Il faut préciser que les trois régions septentrionales ne sont pas encore infectés au Covid-19. Le journal Le Soir parle de Covid-19, prescription du gouvernement, protégeons nos vies, nos familles, nos communautés, notre pays. Coronavirus, le ministère des Transports joue sa partition. Ngalé Bibé qui a donc pris cette décision de port de masque obligatoire. Covid-19 écrit le quotidien de l'économie. Le filon des masques de protection en tissu pagne face à la demande exponentielle des populations, les couturiers de profession et autres couturiers de circonstances voient leur profit exploser. Alerte, le coronavirus menace 20 millions d'emplois en Afrique, écrit le journal, suite à un certain nombre d'activités économiques qui sont complètement à l'arrêt et le journal de redouter que 20 millions d'emplois soient ainsi menacés. Le journal Cameroun Tribune parle de législation partielle, le NDPC rafle la mise, repère. La Covid-19, la France tire les marrons du feu. Dans une note, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères fait de sombres prédictions qui donnent l'impression que le coronavirus est un bon prétexte pour déstabiliser un pays comme le Cameroun, écrit le journal. Le ministre de la Santé publique autorise la production de la chloroquine. C'est l'essentiel des titres parés en une du journal Repère. Diapason, lutte contre le Covid. Ce que peut la pharmacopée africaine au Cameroun. On a enregistré son premier cas de coronavirus le 5 mars 2020. Depuis cette date, le pays semble perdre l'équilibre dû à cette maladie. Le journal Ouest Echo parle de première embrouille pour le nouveau maire de la ville de Bafoussam, Roger Tafam, victime d'un maître chanteur. Voilà pour ce qui est finalement du journal Ouest Echo qui indique que Photo Victor a détourné la succession de deux chefs supérieurs Bamileke. D'ailleurs, le journal, un article que vous découvrirez dans le journal Ouest Echo. On finit donc voilà pour ce qui est de cette revue de presse. Et évidemment, place à présent avec nos invités. Et Casimir Désiré Tagna, directeur de publication du journal Le Jeune Enquêteur. Bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs qui ne manquent désormais pas le rendez-vous de Idriss et Casimir les mercredis. L'actualité qui nous aurait marqué, c'est beaucoup plus un cas de nécrologie. Cela va peut-être vous surprendre. Nous voulons rendre un hommage mérité à un confrère, le directeur de publication du journal L'Épervier, Sa Majesté Léopold Clovis Nundio, qui a cassé sa plume ce week-end, qui est encore le promoteur d'une imprimerie de renom à Yaoundé et non moins directeur de publication de plusieurs organes, à savoir L'Épervier, La Veuve, L'Orphelin et autres. Nous apprécions déjà ce qui est en train de se former autour du directeur de publication de l'Équation pour lui réserver des obsèques dignes de ce nom. Idriss, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul, bonjour à Casimir, bonjour à tous les téléspectateurs. Jean-Paul, un bonjour particulier
plusieurs téléspectateurs de la revue des Grandes Unes qui sont dans les villages de Mandjap, dans l'arrondissement de Makondo à Sanaga-Martine, qui sont dans les villages de Sodibanga, dans les villages d'Ogbiso, ces villages-là qui sont dans l'Union Ekeli. Je vous signale que ce sont ces villages qui ravitaillent Douala, en manioc, Makabo, Ignam et tout le reste. Et depuis ce week-end, le train ne s'arrête plus là-bas parce qu'on a pris les décisions selon lesquelles il semble que le coronavirus se trouve dans ces villages-là. Et peut-être qu'on n'aimerait plus qu'on mange. Le village est en confinement? Non, mais puisque le train maintenant de Cambrai passe sans s'arrêter, alors que ce sont ces villages, ce sont les greniers qui nourrissent le littoral. Et Douala, vous voyez, donc ça veut dire que les populations sont les villageois qui savent qu'il y a un train qu'on avait même donné un nom célèbre, Bombo, c'est-à-dire la grand-mère. Même s'il faisait 2 jours en route, il amenait quand même les aliments à la gare de Bassa pour que les gens viennent se ravitailler. Désormais, il n'y aura plus de ravitaillement parce qu'on a décidé que les gens qui sont confinés à Douala vont mourir de famine. Voilà les décisions qui sont prises en plein confinement. Bon, j'espère tout simplement que ces téléspectateurs ont quand même encore le moral en nous regardant ce matin. En tout cas, on profite pour dire aussi bonjour au professeur Loa Dieudonné, qui est de Nyon Ekele, qui apprécie la revue des Grandes Unes. Casimir et Idriss, je ne manquerai pas de vous transmettre, ainsi que toute l'équipe de la revue des Grandes Unes, à savoir ceux qui sont là de lundi à vendredi, créée depuis fin 2013, cette émission a un téléspectateur très très fidèle qui a tenu à nous envoyer un message ce matin. Une habitude, on n'a pas coutume de lire les messages ici, mais au moins pour cette fois, on va quand même le faire. Quand un travail aussi bien fait, il faudrait qu'on reconnaisse que c'est bien fait. Je vous transmets donc le message de ce fidèle téléspectateur qui suit cette émission depuis sa création. Il dit « Merci à vous de nous édifier sur l'actualité nationale et internationale. Votre mission est une plus-value qui permet aux Camerounais de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de l'actualité et des actes du gouvernement, de même que votre programme est unique sous le ciel camerounais et africain. » Et il continue en disant donc au nom de toute la grosse équipe de la revue des Grandes Unes, par ma personne, nous disons donc merci à Papa Fondier Chwenkam Émile, à la Cité des Palmiers ici à Douala, qui a aussi dit que sa fille, Karine Ebelingayep, qui est au Canada, depuis son départ du Cameroun, elle ne manque jamais une édition de la revue des Grandes Unes. Donc je tenais à vous transmettre ce message nous leur disons aussi du fond du cœur, merci pour ce soutien. D'ailleurs, elle nous rappelle que c'est pratiquement depuis 7 ans que nous sommes là et voilà. Nous ne nous rendions même pas compte. Donc, et on n'a jamais fait d'anniversaire. Donc, je crois que ce fidèle téléspectateur attire notre attention pour que nous essayons d'y réfléchir pour voir. Peut-être il faudrait fêter les 10 ans de la revue des Grandes Unes. Dans tous les cas. Et surtout, on va remercier aussi Emos Fonko qui réalise cette émission depuis sa création. Exact. Donc, merci pour ce message d'encouragement. Nous vous disons merci. Continuez de regarder la revue des Grandes Unes avec un œil critique. Alors, nous passons donc évidemment à notre premier sujet du jour. Idriss, le ministre des Transports vient de prendre la décision du port obligatoire des masques. Une décision qui est pourtant jugée salutaire. Vous, comment ça va s'opérer de façon concrète puisque dans d'autres pays, on voit le gouvernement pratiquement subventionner la fabrication des masques? Oui, en fait, déjà, il faut toujours apprécier les bonnes mesures. Et il faut, vous vous souvenez ici qu'on se plaignait de l'absence des masques et la rupture des stocks, des premiers stocks qui étaient là, et ça avait ouvert la voie à certains de nos concitoyens qui ne sont pas du tout sérieux, qui avaient commencé à faire n'importe quoi et même multiplier les prix par 5 et par 10. Mais aujourd'hui, on constate quand même, vous avez vu même la tendance, il y a même des masques désormais en tissu paille, il y a des masques qui prennent la rôle. Donc il faut, face au fait que le confinement, tel que la presse le relève ce matin, au fait que le confinement n'est pas total, le confinement est partiel. Donc il faut tout au moins que les gens sortent avec les masques pour pouvoir empêcher, pour non seulement s'ils sont sains, une équipe qui se protège, et s'ils ont le virus par derrière eux, qui ne puissent pas le transmettre. Donc je pense que c'est une mesure salutaire, et même déjà ce matin, j'ai pu apprécier de Niala jusqu'ici, en arrivant ici, que les gens
ont commencé à prendre dans les taxis, chacun avait des masques, mais ce n'est pas encore une action globale. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout le monde le fasse et qu'il y ait surtout des ravitaillements. En fait, ravitaillement en masque, ravitaillement, et que ces masques-là ne coûtent pas des pieds, de la tête, c'est-à-dire qu'ils soient à la portée de tout le monde. Donc je pense que comme le gouvernement a pris cette mesure, qu'il continue à subventionner ce secteur et que ceux-là qui ont pris l'option de couvrir cette absence de masques en nous produisant des masques puisque rien n'était fait. À friture, on peut le dire, les masques à friture, qu'ils continuent et que cela soit disponible. Donc je pense tout simplement que surtout à un coût acceptable. Mais je pense que tel que nous voyons aujourd'hui les Camerounais porter les masques, ça veut dire qu'il n'y a plus la surenchère autour de ce produit. J'espère. Casimir Désiré Tagné, on a le cas du Maroc où le masque jusque-là, le cache-nez jusque-là coûtait à peu près 250 francs. Mais face à la gravité, vous savez que le Maroc c'est un des pays les plus touchés. Le Maroc a décidé, l'État marocain a décidé de subventionner le port de masque pour qu'il revienne à moins de 35 francs à tout Marocain. De même que les immigrés clandestins qui sont là-bas, ils ont été confinés et l'État marocain les ravitaille régulièrement en vivre. Est-ce que le Cameroun ne devrait pas copier l'exemple marocain? Le Cameroun peut bien le faire. Le Cameroun peut faire exactement ce que le Maroc fait. Le Maroc n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Le Maroc a tout simplement utilisé les moyens des bords. Mais déjà, il faut apprécier à sa juste valeur cette décision du ministre Jean-Ernest Ngale Massena, le ministre des Transports, qui a décidé que pour prendre le transport public, on doit désormais avoir son cache-nez ou bien son masque. Souvenez-vous, il y a quelques jours, c'est encore lui qui avait décidé qu'on devrait prendre des distanciations dans les taxis, dans les autobus et même sur les motos. Ça, c'est des décisions courageuses qu'il fallait prendre depuis. Et là, nous saluons vraiment Jean-Ernest Massena Ngale, qui, en dehors du ministre de la Santé publique, est pratiquement le deuxième ministre qui est en train de se mouvoir sur le terrain du Covid-19. Les autres ministres, je crois qu'ils s'endorment encore et je ne sais pas pourquoi. On a vu Paul Atangadji ne faire sa sortie que parce qu'il fallait interdire. On y arrive. On y arrive. Mais je suis en train de lister un peu les ministres, les membres du gouvernement qui sont en train de se mouvoir. On a vu le ministre du Commerce, mais jusque-là, son action n'est pas encore très notable. Donc, par rapport à Jean-Ernest Massena Ngale Bibert, nous disons qu'il faudrait tout simplement, parce que son communiqué a 2 volets. Son communiqué, c'est un petit communiqué de 2 paragraphes. Le premier paragraphe invite tout le monde à avoir des masques pour emprunter des transports en commun. Le deuxième volet de son communiqué demande à toutes les autorités, d'ailleurs il a suffisamment fait ampliation, que ce soit la présidence, que ce soit la primature, que ce soit aux forces de maintien de l'ordre, à la gendarmerie, à la police, il a suffisamment fait ampliation pour que cette mesure soit suivie. Mais est-ce que cela le sera? Pourtant, nous avons vu des autorités administratives comme Jean-Claude Nsila, le préfet du Fondi, qui n'a pas attendu cette décision du ministre Jean-Ernest Massena Ngale pour sortir, parfois même nuitamment, et aller sceller des bars qui refusaient de suivre les mesures gouvernementales. Donc ça, il y a quand même certaines personnalités et certains membres du gouvernement qui essayent d'oser. Parce qu'à l'heure où on est, Casimir Désiré, ils ont été mis là pour faire, non pour essayer. Les autres ne le font même pas. Les autres laissent faire. Et pourquoi les autres laissent faire? Encore qu'il fallait que ce soit des décisions instantanées, que chaque personne prenne sur elle de suivre les mesures gouvernementales. Pourquoi est-ce que nous aimons d'ailleurs même que l'on nous fouette avant que l'on suive? Mais vous savez que l'être humain, ou alors le nègre, le Camerounais, le nègre surtout, beaucoup plus le Camerounais, par les fesses. Idriss, ce qui est sûr est que l'actualité autour du Covid-19 est assez dense. On espère bien que les Camerounais vont donc observer cette mesure du ministère des Transports. Elle est salutaire pour essayer de tenter de contenir ou alors barrer la voie au Covid-19. Non, Jean-Paul, il n'est pas question qu'on espère. Il est question que tout le monde qui nous regarde, tous ceux qui vont aller de la presse, adoptent cette attitude. En sortant, on dit qu'il faut rester à la maison. Sortir que si on a quelque chose d'essentiel à faire. Et en sortant, désormais, prenez votre
cache-nez, faites-le. Et donc, essayez de vous approvisionner. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on essaie, on espère. Il faut que les téléspectateurs qui nous regardent le sachent. Idriss. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Idriss, c'est une question de vie ou de mort. On voit aussi comment certaines autorités... il faut vraiment insister sur ce que Idriss dit. Non, nous sommes d'accord. On voit aussi comment certaines autorités administratives ont pris à la légère cette affaire de Jean-Paul, ce n'est pas parce que les autorités administratives font mal leur travail. Vous savez que nous sommes dans un pays d'incompétents. Quand je le dis, quand je le dis, c'est pour que les autorités administratives soient exigeantes et plus agressives et sévères sur le respect. Le maintien de l'ordre avec. Voilà, donc c'était dans ce sens-là. Il faut rappeler que c'est dans les pays où on avait négligé le mal au départ que ce mal est en train de faire des ravages. Aux États-Unis, les États-Unis ont franchi hier la barre de 2000. Oui. 2000 infectés en une seule journée. Ça, c'est très grave. Et vous vous souvenez, quand le mal a commencé, le président Trump disait que c'est le China virus. Donc, c'est un virus de la Chine, ça les regarde pas. Pour les Chinois. Et voilà ce qui est arrivé. Et vous allez voir que la Chine, qui a pris conscience, a confiné la population de Wuhan, la ville par laquelle le mal est venu. Et depuis hier, il n'y a plus de confinement parce qu'il n'y a presque plus de virus de ce côté-là. Et c'est d'ailleurs pourquoi la Chine prête son expertise au monde entier. Idriss, il y a la fabrication de la chloroquine qui a finalement été autorisée par le ministre de la Santé publique. On a envie de se demander finalement qu'est-ce qui tardait, qu'est-ce qui freinait la prise de cette décision? Non, vous savez, Jean-Paul, on est à l'ère de l'expectative, on est à l'ère des essais. Personne à ce jour ne peut frapper la main sur la poitrine. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même certains médecins qui ont pris la peine de pouvoir utiliser la chloroquine. On a vu le professeur Raoul à Marseille qui l'a fait et qui a poussé même le gouvernement français qui tergiversait à céder à ce qu'il y a des protocoles dans ce sens, même si c'est bien réglementé. Mais à ce moment, en ce jour, il faut dire que même chez nous, le ministre de la Santé, vous vous souvenez, il avait fait un autre communiqué parce qu'il faut apprécier la proactivité du ministre de la Santé. Tout à fait. Qui avait dit il faut le faire, mais que ce ne soit pas fait dans tous les sens, que ça n'aille pas comme certains. Vous savez, on nous a parlé des faits divers tristes où les gens, parce qu'on a dit la chloroquine, les gens qui ont pris du ndolé, mettre du citron et tout ça, qui sont retrouvés morts et tout. Donc il ne faut pas, parce que une décoction mortelle qui n'a plus ça. Non, c'est dans ce sens-là que le ministre, cette fois-ci, peut-être, vous avez vu que nous sommes passés à 43 cas de nouveaux guéris. Yeah. On a testé la formule. Sûrement que cette formule, parce que le ministre le dit, cette formule, depuis le 6 mars, où on a découvert le premier cas est en train de produire des effets. C'est la raison pour laquelle le ministre peut se permettre. Je dis bien, on analyse, c'est que la présidente, ça peut être... Même s'il ne communique pas dessus. Même s'il ne communique pas dessus. Mais on espère maintenant que cette passe, vous avez vu qu'il y a le messager qui a dit la mauvaise passe. Bon, je ne sais pas pourquoi ils mettent mauvaise passe. Est-ce que maintenant cette passe décisive du ministre de la Santé ne va pas réussir à marquer le but en nous proposant de la chloroquine en stock? On espère qu'elle ne sera pas mauvaise. Comme le prédit le quotidien, le messager. Casimir Désiré Tagné. Peut-être que vous n'avez pas compris la caricature que le messager a. Allez-y. Lorsque vous êtes deux attaquants et que vous vous retrouvez dans la surface de réparation, votre coéquipier, qui ne veut pas que vous marquez le but, vous fait une très mauvaise passe, telle que vous ne pouvez pas la récupérer, telle que ça ne peut absolument rien produire. Ça, c'est ce qu'on appelle la mauvaise passe. D'où le titre du messager, la mauvaise passe de Manaouda Malachi à Madame Madeleine Tchente. En quoi et souvenez-vous, cette passe est mauvaise? Est-ce que cette passe va sauver les Camerounais et le monde entier du Covid-19? C'est ça la grande interrogation. Madeleine Tchente nous a fait la révélation récemment. Il faut bien rappeler que Madeleine Tchente, c'est le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Elle va innover. Elle a dit qu'elle n'attendait que la décision du ministre de la Santé publique parce qu'elle a des capacités de produire 6000 comprimés de chloroquine par minute. Maintenant, on lui dit, vous avez maintenant la possibilité, on vous donne les cartes blanches. Allez-y. Est-ce qu'elle va pouvoir remplir son cahier de charges? Est-ce qu'elle va pouvoir être à la hauteur? Est-ce qu'elle va donner la possibilité aux Camerounais et même aux Africains, pourquoi pas au monde entier, de ne plus acheter les chloroquines de fausse fabrication telles que Idriss nous disait qui inondent le marché tous ces jours-ci?
Est-ce que, il y a plein de est-ce que, et c'est pour cela que le messager est en train de démontrer que ça risque d'être une mauvaise passe. Mais alors, il faudrait que ce soit elle, le ministre de l'innovation, de la recherche scientifique, qui démontre que c'était une très bonne passe et qu'elle va saisir la balle au bon et qu'elle va marquer les buts tels que les Camerounais attendent. Et que le ministère du Commerce aussi va s'assurer qu'il n'y aura pas c'est son souhait, puisque c'est son combat. Le combat de Manaouda Malachi, c'est de tout faire pour vaincre coronavirus. Manaouda Malachi, regardez bien depuis qu'il est arrivé au ministère de la Santé. Il n'a pas attendu coronavirus pour travailler. Il a commencé à licencier des mauvais médecins, des mauvais responsables et autres. Et aujourd'hui, le coronavirus est venu seulement lui mettre de l'eau dans son moulin. Et tout son combat, c'est tout faire pour vaincre le coronavirus. Nous espérons. Maintenant, s'il a des adeptes, comme le Minerezi, c'est-à-dire Madeleine Tchenté, comme le ministre des Transports, comme le ministre du Commerce, on dira tout simplement tant mieux, pourvu qu'il marque des buts et que ça sauve l'humanité et surtout le Cameroun. On poursuit donc, on reste toujours sur le Covid-19. Les moyens qui sont finalement mobilisés, on avait fait un appel à toute la communauté nationale et même internationale. Le MRC, par son président, a engagé une levée de fonds auprès des Camerounais de bonne volonté, des âmes de bonne volonté pour pouvoir aider le gouvernement ou alors aider la population camerounaise. Cette initiative vient d'être stoppée par le ministre de l'administration territoriale et autour de cette initiative de Maurice Kamto, on entend beaucoup de choses. Non, c'est la mobilisation d'un fonds de guerre et tout. Et Maurice Kamto qui a d'ailleurs proposé, je lisais la correspondance d'Alain Foguet qui a proposé qu'il y ait un responsable du ministère des Finances, un responsable de la DGSN et une artiste de la société civile comme Maximilienne Gombe. Idriss, est-ce que c'est pas cette décision du ministre de l'administration territoriale, est-ce que c'est pas ça ne bloque pas quelque peu des efforts humanitaires dans une situation où le pays est véritablement en danger? Oui, en lisant la presse ce matin, Jean-Paul, on voit la nouvelle expression qui parle de l'initiative de Kamto interdite, et on voit mutation qui parle de Kamto confiné. Donc cette initiative confinée. Et moi, je voudrais tout simplement dire que nous sommes face à un gouvernement très frileux. Vous savez, quand on est frileux, on a peur de tout. Et quand on a peur de tout, on peut se permettre toutes sortes d'analyses. Vous savez que dans ce pays aujourd'hui, en matière d'argent, en termes de Western Union, de MoneyGram, tout le reste, vous ne pouvez plus dépasser 1 million. Et lorsque vous avez même plusieurs transferts, vous êtes bloqué. C'est-à-dire qu'on va vous appeler pour comprendre qu'est-ce que vous faites, qui êtes-vous. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont financé la crise au nord-ouest à travers tous ces créneaux et que l'argent venait d'ailleurs. Alors, est-ce que le gouvernement, face à cette mauvaise expérience qui a constaté sur le tard et qui avait déjà beaucoup de velléité, a-t-il peur que face à une initiative comme celle-ci, on passe par des créneaux apparemment transparents pour une cause noble? Le fait, c'est le gouvernement. C'est le ministre de l'administration territoriale qui a ses renseignements avec ce que cela comporte. Je n'en discute peut-être que le sait, mais je dis c'est la frilosité. Maintenant, de deux, quand on est face à une situation comme celle-ci où l'humain est en difficulté, où il faut sauver des vies, où des gens expriment leur humanité à travers la générosité. Alors on dit qu'un peuple qui ne sait pas être solidaire est un peuple qui n'a pas d'âme. Alors, face à cela, est-ce qu'on doit pouvoir commencer à faire des calculs? Est-ce qu'on doit vouloir montrer, par exemple, que moi je collecte plus d'argent que l'autre, ou bien moi je fais bien que l'autre, ou bien moi je suis... Je pense que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, peut-être que l'initiative, vous avez dit que le MRC a précisé qu'il devait avoir des représentants des ministères et tout le reste, mais peut-être que si l'initiative-là était rattachée au fonds de solidarité qui a été créé par le chef de l'État, avec tout ce que cela comporte, je me dis que peut-être que ça aurait marché. Je n'en sais pas, je n'en sais rien du tout. Est-ce qu'on ne redoute pas aussi une distraction des fonds? On sait très bien que même sur le dos des morts, beaucoup de certains Camerounais se font de l'argent. On est tout à fait d'accord. Vous avez vu comment les gens sont allés faire la fausse chloroquine.
pour venir se faire de l'argent sur le dos. Quitte à ce que la chloroquine tue même. Voilà. Donc pour dire que c'est possible, mais aussi c'est aussi possible les gens qui ont détourné l'argent dans ces pays, Jean-Paul, l'argent qui était dédié, et vous avez vu les détournements dans la lutte contre le sida, vous avez vu les détournements dans la lutte contre la tuberculose, vous avez vu les détournements des hommes à qui on a fait confiance. Pour offrir des traitements gratuits. Pour vous dire que souvent, les détournements même se retrouvent là où on a plus, ceux-là même qui font semblant de nous défendre ou bien d'être. Donc moi je dis, tout est, on peut suspecter tout. Ça dépend de l'état d'esprit qu'on a, ça dépend des antécédents. Aujourd'hui, tout le monde, surtout le gouvernement en place, suspecte tout ce qui vient du MRC, même quand c'est bien. C'est pour cela que cette frilosité existe. Casimir Désiré Tagne, est-ce que le fait d'inviter certaines autorités à avoir une contre-signature de l'utilisation des sorties des fonds qui seront mobilisés n'est-elle pas appréciable, surtout que le ministre de l'administration territoriale a décidé simplement de suspendre tout, refusant même cette proposition. Est-ce que dans la situation où le Cameroun se trouve, est-ce que l'administration territoriale, avec tout le renseignement, n'a pas les possibilités de contrôler, vérifier véritablement comment cet argent va être utilisé sans qu'il ne prenne une direction? Dans toutes les actions que l'on mène, il faut éviter de mettre la charrue avant les bœufs. Je suis sûr que si cette décision de désigner la DGSN, le ministère des Finances et autres, Maximilien Ngombe, comme co-signataire de ce fonds, avait été faite depuis à l'avance, je suis sûr que la décision de Paul Atangaji n'aurait pas eu lieu. Encore que Maximilien Ngombe, la présidente du REDAC, a dit qu'elle ne se reconnaît pas dans ces histoires-là et qu'elle n'est pas d'accord. Donc vous voyez, on prend des décisions sans contacter les uns et les autres juste parce qu'on voudrait atteindre certains fins. Il faut dire, Jean-Paul, à nos téléspectateurs, que la levée des fonds est encadrée par la loi. Il y a une loi de 1983 et une autre de 1985 qui indique précisément que pour lever le fonds, il faut d'abord une autorisation préalable du ministère de l'administration territoriale. Et ça n'a pas été respecté. Et ça n'a pas été le cas. Maurice Kamto, tout en sachant que cette loi existe, parce que c'est un professeur agréé de droit, c'est un juriste de haut vol, ne pouvait pas ignorer l'existence de cette loi. Est-ce que c'était ça l'ultimatum de 7 jours qui donnait? Justement, c'est là, parce qu'on dit toujours que la forme, c'est la sœur jumelle du fond. Lorsque vous allez dans une action avec une mauvaise forme, ça ne peut avoir qu'un mauvais résultat. C'est justement parce qu'il a donné 7 jours d'ultimatum qu'il est venu un grand jour dire, Monsieur le Président de la République, comme vous ne vous êtes pas signalé pendant 7 jours, maintenant je me signale, je prends les devants et je voudrais que les Camerounais commencent à contribuer. Seulement, Maurice Atangaji, Paul Atangaji, qui est dans son bon droit, parce qu'on n'est pas dans la cour du roi Péto, il faut toujours encadrer. Mais pourquoi encadrer pour les uns et pas pour les autres? C'est la question que moi je voudrais me poser. Parce qu'il y a quelque temps, nous le savons, en 2018, il y a un auteur, un acteur politique que nous connaissons, Cabral Libi, qui a fait des levées de fonds d'abord pour l'inscription en masse sur les listes électorales, qui a fait une levée de fonds pour payer sa caution. Et personne ne lui a rien dit. Est-ce que la loi existe seulement pour les uns et pas pour les autres? Voilà la question que moi je me pose. Mais dans tous les cas, je dis, on ne doit pas être dans la cour du roi Péto. Comme Idriss l'a même si bien dit, si Maurice Kamto avait adhéré son fonds au fonds spécial levé par le fonds chef de l'État, tout en exigeant peut-être des mesures de contrôle, qu'il n'y aurait absolument pas eu de problème. Voilà. Alors moi je voudrais juste aussi dire que pour les levées de fonds pour la campagne électorale, il faut dire que tout le monde a levé des fonds. Casimir, le RDPC n'a fait que des levées de fonds. Le MRC même a aussi fait des levées de fonds. Donc on ne peut pas dire... C'était les levées de fonds pour l'activité, pour un parti politique, sont des levées de fonds quotidiennes. C'est ça qui fait vivre le parti politique. Vous savez qu'il y a des partis politiques ici qui, quand ils ont les maires, ils versent des cotisations chaque mois. Ils ont les sympathisants qui versent... Ça, vraiment, il ne faut pas qu'on fasse... Moi, je pense que c'est deux choses... C'est pour ça que je dis qu'on fait la politique de 2 poids 2 mesures. Non. Quand c'est Maurice Kamto, ça intéresse Paul Atangaji. Mais quand c'est pas Maurice Kamto... Il faut, en fait, je me dis, la levée de fonds politique est encadré sur le champ politique. Maintenant, ici, on est dans un champ humanitaire
Et tel que la loi le dit, il faut bien la relire. Est-ce qu'elle autorise cela? En tout cas, on aura l'occasion de faire... J'ai peur qu'on ne se retrouve au tribunal parce que j'ai suivi certains éminents membres du MRC qui ont dit qu'ils ne vont pas laisser cette affaire passer comme cela et qu'ils vont saisir les tribunaux compétents pour que la loi soit dite. En tout cas, bon, Idriss est dans son bon rôle. Idriss, juste un mot, et si l'on sollicitait les détourneurs de fonds? Oui, le quotidien de la Nouvelle Expression. Oui, la presse, le quotidien de la Nouvelle Expression le dit ce matin, mais est-ce que les détourneurs de fonds ont aussi un peu d'âme? Alors, si c'est détourneur de fonds, je pense que l'article même dit même que l'article dit qu'il faudrait véritablement que ces détourneurs de fonds n'aient pas honte, qu'ils n'aient pas honte et que ces détourneurs de fonds puissent contribuer à cette... Bon, mais pourquoi les appeler peut-être détourneurs de fonds? Peut dire que bon, ceux qui sont peut-être embastillés devraient condamnés. Oui, devraient aussi faire partie de ceux qui peuvent sauver. Pour sauver l'humanité. Tout à fait. Casimir Désiré Tania. Oui, mais il faut même dire que quand nous parlons de cette loi de 1983 et celle de 1985, on ne l'a jamais appliquée nulle part au Cameroun. C'est la première fois qu'on entend parler de cette loi ici au Cameroun, alors qu'elle existe, elle a toujours existé, mais ça n'a jamais... Et Idriss l'a même si bien dit. Tout le monde, tous les partis politiques ont fait des levées de fonds pendant la présidentielle. Donc, je suis surpris que quand ça intéresse les uns, on extirpe les lois là où elles existaient toujours et que personne n'avait jamais pensé à ça. Casimir, en tout cas, la précision... on appelle ça l'incompétence. C'est-à-dire que la loi devient comme une arme, ou bien on se met au bord de la rue, on se cache lorsque ça concerne quelqu'un qu'on n'aime pas, on sort la matière, on dit que ça... Et ce genre de gouvernance, d'embuscade, est véritablement reproché par tous les moyens. Il ne faut pas accepter la gouvernance par embuscade. Voilà, tout à fait. La loi qui n'est pas encore entrée en vigueur depuis de longues années, comme vous le dites, Casimir Désiré Tania, c'est d'ailleurs ce qui est bien mentionné. Alors, pour sortir, on va parler de la bataille autour de la succession de Photo Victor à la commune de Pété-Bandoun. Casimir Désiré Tania. Vous savez que... Les conseils municipaux qui veulent évincer la fille de une fois Photo de Victor. plus, je voudrais m'incliner sur le corps mémoire du patriarche, sur la mémoire du patriarche Photo Victor, qui est décédé dans des conditions qu'il n'avait jamais souhaitées. Imaginez. Décédé en Europe, dans une période de confinement total avec coronavirus. Avec ce témoignage. Maintenant, son décès... Avec ce témoignage que vous avez lu comme moi, il faudrait, dans tous les cas, remplacer Photo Victor à la mairie de Bandoun. D'ailleurs, il n'avait pas encore prêté serment avant de décéder. Il va falloir le remplacer. Et vous savez que, logiquement, le premier adjoint devrait devenir le prochain maire et on devrait élire quelqu'un d'autre à l'autre niveau et faire un remplacement par niveau. C'est-à-dire, le premier adjoint devient le maire, le deuxième devient premier adjoint et ainsi de suite. Malheureusement, il se passe qu'à Bandoun, il y a une bataille qui est en train de battre forme là-bas avec certains conseillers municipaux qui croient dur comme fer que l'heure est venue pour eux. Ils ont trop vu Victor Photo quand même. Ils croient que ce n'est pas la succession, ce n'est pas une succession familiale, qu'il va falloir penser à autre chose. Et dans ce cas-là, il y a deux noms qui reviennent. Il faudrait le dire. Nous sommes à la télévision et les gens nous suivent. Il y a le nom de Chatier Emmanuel, qui est PDG de Canal 2. Et il y a le nom de Kenye David, qui également est conseiller municipal et qui a fait des œuvres sociales, beaucoup d'œuvres sociales du côté de Bandoun. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement respecter la mémoire du patriarche? Parce que si on va prendre d'autres personnes qui n'ont même pas l'expérience de la gestion de la mairie, il faut le dire, que ce soit Chatier Emmanuel, que ce soit Kenye David, ils n'ont pas encore géré. Par contre, Niki Love, Mapche Photo, qui est la fille de Photo Victor, était déjà elle a été pendant longtemps le deuxième adjoint. Maintenant, elle est passée à premier adjoint. Et je crois qu'il fallait laisser la possibilité à cette c'est son deuxième mandat, qui d'ailleurs est présidente de l'OJRDPC à Bandoun. Peut-être les gens ne savent pas. Elle est présidente de la section du Kunki OJRDPC. Et elle a suffisamment fait ses preuves. Elle a été auprès de son père au niveau de la mairie. Et je crois qu'il va falloir tout simplement laisser que les choses aillent naturellement. Avant de passer la parole à Idriss, en tant que fils bandounais, vous êtes de quel côté concrètement, Casimir Désiré? Nous sommes du côté de la légalité. De la légalité. Tout simplement. C'est bien. Idriss, oui, moi, cette bataille. Je pense que la bataille ne devrait pas être parce que
si on respecte la mémoire de Fosso Victor, ce n'est pas, même étant même encore couché, même pas encore enterré, que les uns les autres devraient commencer. Mais ça, c'est typiquement camerounais, vous savez, les gens sont toujours pressés. Mais je rappelle aux uns aux autres qu'on a vu des maires, et il y en a même dans plusieurs pays que nous citons en référence, qui sont maires pendant 30, 40, 50 ans. Donc, il faut noter que j'espère que les conseillers vont laisser les choses, mais parce qu'on a vu le patriarche préparer son départ en préparant quelqu'un. Espérons que cette bataille à la mairie n'annonce pas la bataille au niveau de la succession dans la famille. En tout cas, ça, merci chers messieurs. Je vais partager avec vous cette pensée de Morgan Freeman. Parfois, il faut accepter de jouer le rôle de l'imbécile pour tromper l'imbécile qui pense que tu es imbécile. Parfois, il faut accepter de jouer le rôle de l'imbécile pour tromper l'imbécile qui pense que tu es imbécile. C'est une pensée de Morgan Freeman. Mesdames, messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur le programme d'Equinox Télévision avec 10-12 de Zénith qui démarre dans quelques instants.